Steve Kalfa, bonjour. Bonjour, bonjour. On est ici à Zohar House, à Tel Aviv, où le 17 décembre, vous allez jouer Le Chandelier enterré de Stefan Zweig. Que raconte cette nouvelle? Ah, alors là, que raconte cette nouvelle? C'est une nouvelle qui est j'ai eu cette réaction parce que c'est une nouvelle qui est tellement... C'est une fausse nouvelle en vérité. C'est une fausse nouvelle. D'abord, elle fait plus de 200 pages et elle est tellement dense, tellement énorme. C'est une saga. C'est un western. Et c'est un western, c'est une saga qui raconte, enfin qui part d'événements qui sont réels, d'événements qu'on connaît de notre histoire. La menorah du temple de Jérusalem. Et cette menorah qui avait été enlevée, pillée, quand les Romains ont fait le siège de la Judée et ensuite de Jérusalem et qu'ils ont détruit le temple et qu'ils ont enlevé la menorah. Et ensuite, à Rome, est venue une peuplade des pirates de la Méditerranée qui s'appelaient les Vandales. Tout ça est réel. Et les Vandales ont eux-mêmes ensuite pris la menorah, pillé la menorah à Rome. Et donc la nouvelle, ce sont les sages qui restent encore à Rome, qui disent, le vieux sage, le vieux rabbin, Rabbi Eliezer, qui dit on doit suivre le périple de la menorah, mais il ne faut pas que tout le monde vienne, il faut juste que ce soit les vieux, parce que les autres, ils vont les prendre, ils vont les massacrer. Donc juste les vieillards. Et donc il y a 10 vieillards qui vont poursuivre le périple de la menorah, et Rabbi Eliezer tout à coup voit les 10 vieillards et il dit mais c'est pas possible. Il faut que quelqu'un de jeune nous accompagne afin qu'il puisse transmettre aux générations suivantes ce dont il aura été témoin. Il faut qu'un enfant vienne avec nous. Et donc un enfant vient, ce sera un enfant qui s'appelle Benjamin, qui au début du récit, au début du spectacle, Benjamin a 7 ans, et à la fin du spectacle, Benjamin a 87 ans. Donc ça, c'est votre personnage? Ça, c'est le personnage central à travers lequel on va découvrir tous les événements, puisque Benjamin, encore une fois, suit le périple de la menorah. Et donc, tous les autres personnages vont venir rencontrer Benjamin, les personnages sympathiques, les personnages insupportables, certains personnages qui sont grotesques, qui sont même drôles. Et donc, tous les personnages vont rencontrer Benjamin, ils vont nous rencontrer, vont rencontrer les spectateurs, j'espère. Et donc, on va à la fois suivre ce périple incroyable, encore une fois, cette saga incroyable qui est faite de tellement d'actions énormes, et en même temps d'une profondeur, d'une sensibilité et d'une spiritualité aussi complètement étonnante, et notamment dans toute l'œuvre de Stefan Zweig. Vous êtes metteur en scène, acteur, j'ai envie de dire schizophrène, puisque Benjamin, à 7 ans, vous allez l'interpréter et vous allez nous faire découvrir différents personnages. Il y a une multitude de personnages, il y a 10-15 personnages qui sont interprétés. Je crois qu'il y a 15-20 personnages, oui. Que vous allez interpréter. Oui. Je parlais de schizophrénie, évidemment, et ça fait sourire, mais convoquer ces personnages, convoquer ces émotions, interpréter ces personnages, ça demande un vrai travail d'acteur, évidemment, mais ça va au-delà, non? Ça demande à la fois beaucoup de rigueur et en même temps de laisser vivre autant que possible sa sensibilité, et donc ce qu'on a l'habitude d'appeler sa créativité, et donc d'oser la laisser s'exprimer, la laisser vivre. Alors pourquoi les deux en même temps? Parce que d'abord la rigueur, parce que il faut en permanence faut pas que les spectateurs se perdent. Donc il faut que le récit soit toujours présent. Oui. Donc il faut être occupé par être certain qu'on raconte quelque chose et que ce qu'on raconte est clair. Et c'est d'autant plus important que là, dans la nouvelle, dans le texte de Stefan Zweig, et encore une fois j'espère dans le spectacle, mais c'est un western. C'est une saga, il y a des actions dans tous les sens, on change de lieu en permanence. On est à Rome, ensuite on va à Byzance, ensuite on va à Carthage, et puis on va à Jérusalem. Donc on change de lieu, ça pourrait être un film. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'au départ j'ai voulu adapter cette nouvelle. Parce que je l'ai lu au départ comme ça, je l'ai lu comme un truc plein d'actions. Je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit mais c'est extraordinaire, c'est un machin qu'il faut, c'est fait pour jouer ça. Et je ne pensais même pas dans un premier temps à toute la profondeur qu'il y a derrière. Donc il faut à la fois garder la rigueur pour que le récit nous parvienne du point de vue du spectateur, et en même temps, oui, il faut rentrer, il faut passer d'un personnage à l'autre, et donc se laisser attraper
en fait. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. En tant que spectateur. Et en tant que spectateur en plus, se laisser attraper par chacun des personnages qui vont apparaître, les laisser vivre, les laisser s'exprimer, chacun dans leur diversité, chacun dans leur imagination, dans leur imaginaire, qui vont venir attraper aussi l'imaginaire et l'imagination des spectateurs. Et alors, en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, comment est-ce que vous faites ça? Il y a cette rigueur, cette ligne directrice, apportée par le texte, apportée par votre expérience, mais il y a aussi cette liberté d'un autre côté qui vient vous chercher, vous, pour vous emmener dans ces différents personnages? Il y a exactement ça, c'est exactement ça. Il y a une liberté qui fait que, en fait, si vous voulez, c'est tout le processus de répétition, dans le travail qu'on fait pendant les répétitions, qui est très très important. C'est-à-dire que c'est là où il faut, mais alors vraiment s'autoriser à être nul. C'est cet espace de liberté, la scène, en fait. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut oser, il faut tenter, et savoir que tout ne va pas marcher. C'est comme un écrivain, si vous voulez. Le plus grand écrivain qui soit, il n'écrit pas tout d'une traite, ça n'existe pas. Si vous prenez les manuscrits de n'importe quel grand écrivain, ce qu'on a à notre disposition, c'est plein de ratures, c'est plein de... il barre, il revient, il jette des feuilles de papier entières, etc. Et puis finalement, on va avoir l'œuvre. Mais c'est passé par des essais et des essais et des essais. Et c'est là donc où il faut à la fois, encore une fois, justement, cette liberté et s'autoriser à essayer et avoir ensuite l'honnêteté de dire, et c'est là où il y a, entre guillemets, la schizophrénie, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai joué, mais c'est réellement comme ça. C'est-à-dire je suis là, je joue, et puis je suis tout seul, et puis je change de place, et je me mets là-bas, en face, et puis je regarde comme s'il y avait quelqu'un, c'est-à-dire que je regarde ce que je viens de faire. Et là, je décide, ça marche, ça marche pas, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, ça c'est intéressant, il faut garder, ça n'a pas d'intérêt, il faut enlever, etc., etc. Donc c'est ce sont ces allers-retours, en fait, si vous voulez, qui finalement vont faire que le spectacle va se construire. Bien sûr. Et avec ces différents personnages, et vous, dans tous ces personnages, vous allez pouvoir garder justement cette tension, parce que c'est vraiment une tension du début jusqu'à la fin. Il faut essayer de la garder, c'est très important. Il y a un suspense extraordinaire. Exactement. Encore une fois, il arrive quelque chose à cet enfant qui au départ a 7 ans. Et il va arriver sans arrêt des choses. Et donc il faut qu'on ait besoin, envie de savoir. Et je pense qu'on a envie de savoir. D'abord, avant toute chose, c'est une écriture qui est exceptionnelle. Mais exceptionnelle, véritablement. C'est l'écriture de Stefan Zweig, donc on connaît déjà, c'est une écriture magnifique de façon générale. Mais là, avec cette nouvelle, c'est une écriture qui est complètement exceptionnelle. Quand il a écrit cette nouvelle, il était dans la période un petit peu néo-romantique de son écriture. Il a écrit ça, alors c'est une question importante, parce qu'en fait, il a écrit ça sur la fin de sa vie. Et c'est même très surprenant. C'est une œuvre complètement à part dans toute. C'est un roman complètement, enfin une nouvelle complètement à part dans toute l'œuvre de Stefan Zweig. Il faut quand même rappeler qu'il s'est suicidé au Brésil à la fin de sa vie, donc il était à un moment un petit peu charnière peut-être. Je pense qu'il était à un moment charnière de sa vie. Et ce qui est étonnant avec cette nouvelle, c'est que Stefan Zweig donc était juif, mais qui se réclamait juif athée. Mais fortement athée. Il faisait partie de pour le contextualiser un petit peu, de cette intelligentsia viennoise. Donc il apportait quand même, il y avait un côté intellectuel, il y avait tout un échange avec les autres écrivains. Il s'est quand même exilé au Brésil, effectivement, vers la fin de sa vie, pour revendiquer son identité. En fait, il s'est exilé au Brésil parce que pour lui, l'Europe n'était plus supportable avec la montée du nazisme. Et c'est la lettre qu'il a écrite au moment où il a enlevé sa vie, il le dit très clairement. Il dit qu'il ne peut plus regarder ce monde-là et qu'il espère que d'autres verront un monde meilleur, mais que lui ne peut plus. Et effectivement, il y a des échanges avec les intellectuels viennois de son époque, et notamment Herzl. Oui. Notamment Herzl. Et il n'était absolument pas d'accord avec Herzl. C'est-à-dire qu'il disait, Herzl, mais tu te trompes complètement. Il ne faut surtout pas que le peuple juif est un pays, est un État, est une nation. Ce peuple est fait pour être partout dans le monde et pour rayonner partout dans le monde. Et finalement, il écrit Le Chandelier enterré. Et dans Le Chandelier enterré, c'est incroyable parce que il part encore une fois d'un événement qui est très lié à notre histoire et à l'histoire du peuple juif. La menorah, c'est quand même le symbole de l'État d'Israël aujourd'hui. Donc, qu'on voit à la Knesset. Et de la lumière.
Bien sûr. Et donc, il écrit ça, et non seulement il l'écrit d'un point de vue historique, mais du point de vue sensible, la façon dont il décrit la Ménorah et dont il décrit les Juifs, etc. Mais on pourrait penser que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la pratique. C'est d'une profondeur, d'une sensibilité, d'une spiritualité incroyable. Mêlée, et c'est ça le génie de cette écriture, c'est que ça est mêlé complètement, encore une fois, à une action, mais extraordinaire. Donc on a les deux, si vous voulez. On a les deux en même temps. Et ça, c'est très, très, très rare. Bon, vous allez donc interpréter l'œuvre de Stefan Zweig, une œuvre qui a été écrite le siècle dernier, qui raconte les difficultés du peuple juif à travers le monde. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on vit depuis cette année, à votre avis, qu'aurait dit Stefan Zweig de l'année qu'on vient de vivre en tant que juif dans le monde? C'est une question énorme. Alors là, il faut que je change de position pour arriver. Comme ça. C'est ça. Alors en fait, Stefan Zweig, il a répondu d'une certaine manière à cette question sur la fin de sa vie. Puisque il fuit la persécution nazie, il fuit les nazis, il va se réfugier finalement au Brésil. Et sur la fin de sa vie, il écrit. Il écrit dans son autobiographie en quelque sorte qui s'appelle « C'était hier » et il laisse une lettre et lui dit « Je ne peux plus voir ce monde tel qu'il est. Je n'ai plus la force de voir le monde tel qu'il est. » J'en ai des frissons. Ouais, c'est terrible. Et donc je m'en vais. Et il met fin à ses jours. Et dit aussi « J'espère que d'autres pourront voir autre chose. Moi, je n'ai plus la force. » Donc, d'une certaine manière, il avait répondu à cette question. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est évidemment que nous avons l'État et le peuple d'Israël dans l'État d'Israël avec une armée et avec une faculté de se défendre de tous les points de vue. Et peut-être que Stefan Zweig, aujourd'hui, qui n'était pas pour, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'était pas pour l'État d'Israël. Peut-être que Stefan Zweig, aujourd'hui, dirait le monde tel qu'il est et tel qu'il continue de vouloir être est toujours aussi terrible. Mais il y a un espoir. Cet espoir, c'est justement l'État d'Israël. Et le peuple juif dans l'État d'Israël. Qui a son chandelier. Qui a en plus son chandelier, exactement. Et qui finira par le redécouvrir. Voilà. Et ben c'est une belle note d'espoir, justement, et de lumière pour nous donner encore plus envie de venir voir cette pièce, donc le Chandelier enterré. Une seule représentation le 17 décembre, ici à Zohar House à Tel Aviv. J'ai hâte à cette soirée. Merci à vous. Et j'ai également très envie d'y être, hâte d'y être. Merci Steve. Merci à vous.